Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Ashraf Ourosama et Georges Hérault. On va parler maintenant de la Centrafrique pour évoquer donc cette visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à Moscou, jeudi 16 janvier. Il a salué l'aide apportée par de, je cite, braves guerriers russes à son pays où la Russie avait déployé des instructeurs militaires. Voici les propos du président. Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels en Centrafrique. Il s'est félicité de cela en marge donc de sa rencontre avec son très cher ami Vladimir Poutine, et le chef de l'État a affirmé sa volonté de continuer à travailler en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels de la guerre et de braves guerriers. Bon, voilà, c'est quand même beaucoup de belles paroles lancées par le président Faustin Archange Touadéra. Tout cela, est-ce qu'il avait besoin de faire autant de louanges? Oui, mais est-ce qu'il avait autant besoin de faire de louanges? Je crois qu'il a extériorisé ce qu'il pense. On ne peut pas le reprocher. On sait très bien qu'il préside la destinée d'un pays qui est en état de déliquescence sécuritaire avancée, il faut dire tout simplement. Il y a de cela quelques années, la souveraineté de la République centrafricaine était extrêmement menacée. Et donc, il fallait de l'aide extérieure pour mettre fin à cette crise de souveraineté. Et donc, il y a quand même une dynamique évolutive dans cette affaire. Et il y a eu la France qui est passée par là avec l'opération Sangaris, qui a commencé, je crois, le 5 décembre 2013 et qui a pris fin le 31 octobre 2016. Donc, en espace de 3 ans. Donc, la France avait pour mission, disons, l'opération Sangaris avait pour mission de mettre fin à l'instabilité politique de ce pays-là, et éviter une crise, même éviter un génocide, parce qu'il y avait quand même un conflit ethnique quand même assez ouvert dans ce pays-là. Et donc l'opération Sangaris pendant 3 ans a eu quand même des résultats timorés. Donc c'est extrêmement difficile de continuer avec la République française. Et donc je crois que les pays africains sont dans une logique de diversification des alliances et des partenariats. Le président Touadéra a décidé de faire appel à la Russie pour garantir la stabilité et politique et sécuritaire de la République centrafricaine. Maintenant, le plus important, c'est qu'il ne faut pas dépendre des gens dans la durée. C'est vrai, la République centrafricaine bénéficie d'une aide considérable de la Russie. Le président de la République centrafricain, M. Touadéra a décrit les faits, mais je crois que la sécurité ne doit pas être sous-traitée au bénéfice d'une puissance étrangère. C'est extrêmement important, parce que certes, on peut perdre notre souveraineté par les attaques extérieures, on peut également perdre notre souveraineté en sous-traitant également notre sécurité au profit d'une puissance étrangère. Et donc il faut être indépendant, il faut être autonome pour gérer notre propre sécurité. C'est extrêmement important. Mais pour l'instant, je crois que c'est quand même un discours assez flatteur vis-à-vis de la République fédérale de Russie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le président Touadéra veut continuer avec les Russes, parce qu'avec eux, il estime qu'il a quand même des résultats probants. Mais moi, je l'appelle tout simplement à la responsabilité. Il doit faire preuve de hauteur pour ne pas dépendre dans 5-10 ans également des Russes. La République centrafricaine doit pouvoir assurer sa propre sécurité. Est-ce qu'au-delà des mots du président Faustin Archange Touadéra, on n'est pas justement en train de voir quelqu'un qui dit mon pouvoir en fait dépend de vous? Samuel, j'espère que c'est au-delà de ça, au-delà des mots, c'est ça, puisque vous savez, il y a quelques années, on ne peut pas parler de la République centrafricaine sans parler de la guerre qui déstabilise pratiquement tout le territoire centrafricain. Et aujourd'hui, à partir de 2017 déjà, je crois, il y avait l'accord entre la Russie et la Centrafrique. Et cet accord-là a permis à ce que les instructeurs russes puissent aider, appuyer, former
les forces armées, la FACA, et aussi même l'embargo qui était sur les armes, qui ne permettait pas à la République centrafricaine de se doter des armes pour pouvoir contrecarrer ou bien pour pouvoir contrer les rebelles. Ils ont cette possibilité à travers cet accord d'avoir les armes nécessaires pour pouvoir les contrer. Vous allez dire quoi? En 2021 déjà, les instructeurs russes ou bien les Russes l'ont aidé à déjouer le coup d'État contre son pouvoir qui a été organisé par la coalition des patriotes pour le changement, je crois, de l'ancien président Bozizé. Et vous voyez, s'il est là aujourd'hui, il estime que sans les Russes, l'histoire sera rencontrée autrement. Et donc aujourd'hui, il est de bon ton de faire l'éloge et de remercier quand même son sauveur, son Messie, qui a quand même envoyé des gens pour pouvoir venir à son secours. Sinon, aujourd'hui, je ne pense pas que la Centrafrique, on peut quand même parler de moins 50 à 60% de ce territoire contrôlé par l'État. Donc aujourd'hui, il est vrai, nous devons quand même peut-être ne pas accepter, comme il a dit, que la souveraineté sécuritaire soit mise en péril. Mais il est aussi vrai que la Centrafrique n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir contrôler quoi que ce soit en matière sécuritaire. Secondo, c'est que vous voyez, c'est un président aussi qui est un peu malin, c'est un professeur qui est malin. Déjà en avril de 2024, il a repris la coopération avec la France. Ouais. Et il joue sur deux fronts. Exactement. Et ça l'a permis de quand même d'avoir des appuis budgétaires. Et vous voyez, c'est la diversification des partenaires. Et c'est normal. On ne peut pas couper parce que on estime que la France échoue sur le plan sécuritaire. Et c'est pour cela qu'on va couper pour de bon. Non. On sait qu'il peut appuyer sur le plan économique. On est là pour avoir cette relation avec elle. Et là, la vie continue. Puisque au même moment que Archange Touadéra est en Russie pour discuter avec Vladimir Poutine, son homologue angolais, il est en France pour discuter avec Emmanuel Macron et parler même des accords du Grand Lac. Or, quand on parle des accords du Grand Lac, on parle aussi des accords signés par les rebelles qui sont des adversaires de, comment vous l'appelez, de Touadéra, Archange. Vous voyez, dans cette atmosphère-là, ça veut dire qu'en réalité, à un moment donné, il faut que, oui, nous puissions avoir nos partenaires, mais que les discussions avec nos partenaires soient une discussion qui nous profite et qui sert les intérêts de nos populations. Alors, dans les propos du président Touadéra, il a parlé, je vais citer les propos. Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels. Il parle justement de son armée qui est devenue une force puissante. On ne le voit pas vraiment, hein? Oui, bon, mais est-ce qu'on a vraiment des éléments de preuve pour apprécier? Oui, effectivement, je crois que le président Touadéra est dans l'autoglorification. Est-ce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine peut décider définitivement de se séparer des soutiens militaires de la France et de la Russie s'il estime que l'armée centrafricaine est une foudre de guerre aujourd'hui et qu'ils peuvent faire face au mal tout seul? Donc, je crois que c'est de l'autoglorification parce qu'en le faisant également, il veut rassurer les Centrafricains que sous sa présidence, il est capable d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Donc il faut avoir raison gardée pour éviter également de telles déclarations parce qu'il y a un déphasage entre la réalité et le discours.
la réalité des choses, c'est qu'on voit très bien que la Centrafrique est dans une fragilité sécuritaire qui ne dit pas son nom, et que au-delà, disons, des attaques terroristes, vous avez également des acteurs politiques qui sont devenus des rebelles. Il y a une sorte de guérilla qui ne dit pas son nom contre la République centrafricaine. Vous avez, il a parlé de Bozizé par exemple, et qui se sert des pays voisins comme base arrière. Ça, il faut le dire très clairement. Il faut le dire, il y a quand même des soutiens de part d'autres en Afrique centrale. Donc, je crois qu'il faut avoir raison. Regardez comment je le dis. Le plus important, c'est que il faut un transfert de technologie, il faut un transfert de savoir. C'est vrai, vous avez la République fédérale de Russie, tout comme la France, qui veulent apporter leur aide à la République centrafricaine. Nous devons acquérir un savoir, nous devons acquérir du matériel pour faire face seul au nom. Parce que, quoi qu'on le dise, parce qu'il y a la face cachée de l'iceberg. Lorsqu'une puissance étrangère décide de vous apporter un appui sécuritaire, qu'est-ce qu'on donne en échange? C'est ça la principale question. Donc vous avez également, quoi qu'on le dise, les richesses de la République centrafricaine qui sont bradées également par des multinationales étrangères. Parce que le président de la République estime, oui, la sécurité c'est extrêmement important, mais l'économie également c'est extrêmement important. Donc je crois qu'il ne faut pas faire des concessions aveuglement en cédant une part des richesses de la République centrafricaine à des multinationales sous prétexte qu'on veut avoir un appui sécuritaire des puissances occidentales. Le plus important, c'est qu'il faut collaborer, mais qu'il faut être autonome. Cela permet d'avoir un pays beaucoup plus stable et pérenne. Il a dit, la République centrafricaine regorge de beaucoup de richesses, de ressources stratégiques et minières encore inexploitées. Dire ça devant une puissance qui aussi, quoi qu'on dise, cherche aussi à gagner du terrain en cette matière-là. Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Bon, il a continué. Il a dit que nos ministres des Mines sont en train de travailler pour une coopération ou bien un accord gagnant-gagnant. En fait, je ne vois pas d'inconvénient par rapport à ça, puisque aujourd'hui, comme il a dit, leur terre est fertile, ils ont un sous-sol garni, et là, on peut travailler ensemble. Vous pouvez venir développer nos industries pour nous, ou bien venir nous aider à développer nos industries et notre agriculture. Parce que, comme qu'on le dise, l'Afrique aujourd'hui doit passer par tous les moyens pour avoir la souveraineté alimentaire. Et donc, s'il le dit ainsi, vous savez, la République centrafricaine est une république qui suscite la curiosité avec ses 300 000 quelque chose de kilomètres, 363 000 kilomètres carrés. Ils ont comme population 6 100 000 habitants. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une vaste superficie qui peut se constituer de terres agricoles pour même nourrir toute l'Afrique. La Centrafrique est très pauvre. Donc, vous voyez, alors que c'est justement ça. Et donc aujourd'hui, il est en train, vous ne pouvez pas aller à une négociation sans quand même avoir un objet de discussion. Ça dit sa monnaie d'échange, c'est les mines. Oui, effectivement. Les ressources minières. Ce n'est pas l'échange, le fait de donner, mais c'est de valoriser son pays en termes de gains que les Russes investisseurs qui vont venir appuyer peuvent aussi gagner. Oui, mais la question est là. Je pense que ce que disait Ashraf, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après plusieurs années de présence russe, est-ce que la Centrafrique est capable, parce que toute la formation qu'ils vendent et tout ça, de se dire, bon, c'est bon, maintenant, on prend notre sécurité en main? Non, en fait, cette compréhension de Ashraf, je ne l'ai pas partagée. Parce que, pour moi, quand il dit ça, il se réfère à des années. Il se réfère à des années. Des années, les forces armées centrafricaines ne peuvent même pas avoir d'armes pour combattre. Il y a des années, on ne peut même pas les former parce qu'il y a embargo sur les armes contre la Centrafrique. Et donc, aujourd'hui, ces mêmes personnes qui n'ont pas d'armes, qui ne sont pas formées, sont formées et ils ont d'armes. C'est pour ça qu'ils parlent de force puissante. Oui. C'est les mots en leur sens. Oui, les mots. Force puissante. Oui, puisque ce que je dis,
de vous à moi, en 2025, on ne peut même pas parler de l'actualité sans parler des guerres en Centrafrique. Et je vais vous préciser qu'il y avait principalement 14 groupes rebelles qui combattaient véritablement le pouvoir de Archange. Les 14, il y a aujourd'hui plus de 9 qui sont ralliés et qui sont complètement inexistants. Donc aujourd'hui, si vous combattez 14 groupes et que il ne reste que 5 qui sont en désaccord avec vous, c'est grâce à quoi? C'est grâce à cette puissance militaire. Et cette puissance militaire, il est vrai, mais les Russes ne sont pas venus en nombre pour venir combattre. Ils sont venus comme des instructeurs. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? Ce sont les soldats centrafricains. Ils sont venus avec les armes. À qui va manipuler ces armes-là? Ce sont ces soldats centrafricains. Et donc, ils sont devenus ceux qu'on trouvait inactifs, que ceux qu'on trouvait incapables de contrer les rebelles hier. Ce sont eux aujourd'hui qui sont au front et on ne parle plus de cette insécurité. D'accord. Je pense que Georges Hérault voit le verre centrafricain à moitié plein. Oui, bon, oui, il voit le verre à moitié plein. Je comprends très bien son raisonnement. Je comprends également le président Touadéra qui veut faire vraiment preuve de pragmatisme. Mais je dis que c'est un discours qui n'honore pas la République centrafricaine. C'est un pays quand même qui est indépendant depuis les années 60. Je comprends très bien qu'entre-temps, il y a quand même un embargo et que l'armée centrafricaine était totalement désarmée. Mais la description de l'armée centrafricaine aujourd'hui par les propos de M. Touadéra démontre tout simplement que la République centrafricaine peut faire face aux défis sécuritaires avec ses propres moyens, sans un appui extérieur. Et en plus de ça, le fait de présenter les richesses comme un gage de coopération entre la République centrafricaine et la République fédérale de Russie, moi, me cause vraiment un problème. On ne le dit pas comme ça en mondovision. C'est-à-dire que c'est une forme d'auto-infantilisation. C'est une forme d'auto-infantilisation. Et en plus de ça, vous avez parlé et vous dites tout simplement que non, la République fédérale de Russie envoie des instructeurs, mais M. Hérault, là, je suis désolé, il ne faut pas être naïf sur ce point. On voit très bien qu'il y a le groupe Wagner qui est passé par là. On voit très bien qu'il y a également un nombre de militaires également russes qui sont également sur le territoire. Et même il y a même des cas même de violation des droits de l'homme qui sont dénoncés de part et d'autre contre également ces militaires-là qui sont sur le terrain. Et donc c'est pour cette raison que moi je dis, lorsqu'on décide de bénéficier de l'appui sécuritaire d'un pays, on doit véritablement formaliser l'accord. Et donc cet accord-là doit préciser les obligations principales des uns et des autres. C'est-à-dire que c'est un objectif à moyen ou à court terme. Quand est-ce que l'accord s'arrête et quand est-ce qu'on peut être autonome sur le plan sécuritaire. Donc je crois que la distribution de l'armée centrafricaine montre suffisamment qu'ils ont bénéficié aujourd'hui des armes, qu'ils ont un certain nombre de matériels sophistiqués pour faire face au mal. Donc tout simplement, moi j'appelle à l'indépendance de l'armée centrafricaine. Par rapport aux mines, je suis désolé, il est temps que l'Afrique exploite ses propres mines. En même temps, on ne peut pas nier que grâce à la présence russe, on a un pouvoir qui est sauvé et puis on a évité la guerre civile. Oui, non, mais je ne le dis pas. Je dis tout simplement que l'intervention, l'appui sécuritaire a vraiment fait du bien à la République centrafricaine. Mais nous ne pouvons pas rester dans ce schéma-là éternellement. J'appelle tout simplement à l'indépendance sécuritaire de la République centrafricaine, c'est tout. Je sais très bien que la situation est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut dire ici sur le plateau, mais lorsqu'on préside à la destinée d'un pays, on se doit également d'anticiper un certain nombre de choses. D'accord. On va passer maintenant au Togo. C'est le dernier sujet qu'on évoque ce soir. On va d'abord parler de l'arrestation d'un activiste. C'est Monsieur Sokbor Sichopé Honoré, un activiste des droits de l'homme qui a été arrêté
selon les organisations de la société civile qui ont fait une sortie publique sur le sujet. L'activiste plus connu sous le nom de Affectio aurait été arrêté en raison de ses publications sur les réseaux sociaux, notamment le réseau social Facebook, où il a écrit un texte intitulé « Fais ta part ». Jusque-là, en tout cas, du côté de la justice, on n'a pas d'informations là-dessus. C'est ce que les organisations de la société civile ont communiqué. Il a été présenté au juge d'instruction, placé sous mandat de dépôt. On n'a pas eu non plus de communication du procureur de la République sur cette affaire pour dire ce qu'il en retourne. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dire concrètement que c'est pour une publication sur les réseaux sociaux qu'il a été interpellé? Samuel, cette question que vous venez de me poser, j'ai envie de poser une autre question. Vous pensez que chaque citoyen, comme un mandat de dépôt, on doit communiquer là-dessus? Non, là, ça c'est quand même une affaire publique. Chaque jour, les circonstances de son interpellation et tout. Chaque semaine, pratiquement, et si je ne m'abuse pas, il doit y avoir au moins une personne par semaine qui est placée en mandat de dépôt. Et donc, je ne pense pas que le procureur, comment l'appelle, le juge d'instruction doit toujours appeler la presse, communiquer là-dessus. Ça, c'est un. Secondo, quand vous appelez quelqu'un activiste, est-ce qu'il y a une définition, ou bien c'est parce que je suis sur les réseaux sociaux ou bien réseaux sociaux, ou que je communique, je deviens activiste? Je fais de l'activisme, peut-être je défends une cause, je fais de l'activisme, je milite pour la cause, donc je suis un activiste. C'est là où véritablement ça me pose un peu... comment est-ce que je peux aborder ce sujet, puisque vous savez, aujourd'hui, tout le monde, nous l'avons dit dans le message de vœux à la nation, le parti clé a souligné quelque chose de très important qui dit de ne pas céder. Aujourd'hui, nous savons que les réseaux sociaux sont un instrument de publicité en masse ou bien de partage d'informations de masse. Mais cet instrument-là ne doit pas être utilisé à tort pour nous causer des ennuis. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que le monsieur a partagé sur Facebook un message intitulé, comme tu viens de le dire, « Fais ta part ». Et quand on décortique le message, vous allez trouver dans ce message un certain nombre d'informations que je ne pense pas que pour un activiste, c'est approprié. Ça dépend de qui l'apprécie. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des messages qui nous divisent davantage. Nous avons besoin des messages qui nous rassemblent. Bon, moi, j'ai l'extrait du message devant moi, mais je m'abstiens de le lire parce que l'affaire est là. Mais quand on parle de 58 ans, quand vous voyez, quand moi je suis dans un bord, c'est-à-dire je suis ici comme un citoyen togolais qui discute de la liberté, parce que ça là, nous allons parler de la liberté d'expression. Ouais. C'est pour cela qu'il faut être impartial pour pouvoir parler. Quand vous parlez de 58 ans, Samuel, quelqu'un qui se sent invectivé. Pour quelqu'un, vous l'agressez. Pour d'autres personnes, c'est très bien fait. Voyez-vous? Et donc, ça nous divise que ça nous unisse. Est-ce que nous, les Togolais, aujourd'hui... Oui, mais Jean, si je vous suis, c'est comme si vous êtes en train de dire, chaque fois que quelqu'un tape sur son clavier, il doit se demander, est-ce que je divise ou est-ce que j'unis? Exactement. Oui, mais la question est, qui est-ce que je divise et qui est-ce que j'unis? Si je dois toujours poser cette question-là. Autant ne même plus écrire. Ça paraît banal. Ça paraît banal. C'est pourquoi je parlais de la définition de l'activisme que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, ça paraît banal, mais c'est vraiment, ça doit être quand même des principes cardinaux qui guident nos pas. Puisque aujourd'hui, vous savez, tu ne peux pas
intervenir sur une scène ou bien je ne sais pas comment le dire, une scène politique sans connaître l'histoire de ce pays-là. Parce que vous savez, plus les gens vont vous dire le contraire de ce que vous pensez. D'accord? Et donc, aujourd'hui, si d'autres que les uns estiment qu'ils les ont déjà opprimés avant et que nous, aujourd'hui, nous avons renversé la tendance, vous voyez que quand vous donnez l'impression que vous n'avez rien fait avant, ça fait mal aussi aux autres. D'accord, on va écouter Achraf aussi sur la question. Oui, non, mais sur la question, moi je commence déjà par un principe constitutionnel qui est bien connu, c'est-à-dire que la liberté d'expression s'exerce dans le cadre des lois et règlements. Donc, ce qui veut dire que la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. Et qu'au-delà de ça, lorsqu'on s'exprime sur les réseaux sociaux ou dans des conférences ou bien à la télévision, nous devons faire très attention à nos déclarations. Mais je crois que c'est une affaire quand même qui est déjà même sensible, mais il faut également éviter de tirer des conclusions hâtives. On sait très bien que le procureur de la République détient ce qu'on appelle la légalité et l'opportunité des poursuites, et c'est le code de procédure pénale qui lui confère ces prérogatives-là. Et donc à partir de là, le procureur de la République peut placer, en concert avec le juge d'instruction, peut placer le présumé auteur de cette infraction-là sous mandat de dépôt. Par rapport à la communication, je crois que dans les prochains jours, nous verrons si le procureur de la République nous donnera des détails par rapport à cette affaire. Parce que souvenez-vous de l'interpellation de Ferdinand Ité et du défunt Joël Ega, le procureur de la République, autant pour moi, avait communiqué suffisamment également sur cette affaire, le cours des événements. Donc je crois que c'est une affaire d'ordre politique, on le dit très clairement. Maintenant, nous devons faire très attention avec nos déclarations sur les réseaux sociaux. Nous savons très bien que nous vivons dans des pays qui sont politiquement fragiles. Ce n'est pas une particularité togolaise. Et donc, lorsqu'on s'exprime, nous devons faire très attention. Maintenant, par rapport au post qui a été fait sur Facebook, je crois que le doyen des juges d'instruction a qualifié des faits. Il a qualifié des faits. Il parle de atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Voilà, l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Lorsqu'on parle de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, donc on parle d'un début de mouvement insurrectionnel, d'un début de mouvement, donc une tentative ou une volonté manifeste de renverser les institutions de la République. Or, nous, selon les mécanismes de dévolution du pouvoir ou selon certaines exigences démocratiques, nous sommes tous tenus de respecter l'ordre établi. Si on veut changer un ordre, il y a également des mécanismes qui sont établis par la loi et par la Constitution. Mais le respecter ne veut pas dire l'accepter forcément. Oui, le respecter ne veut pas dire l'accepter. Et donc on peut émettre une opinion personnelle. Mais lorsqu'on fait une affirmation et qu'il y a une certaine incitation à la révolte populaire, voilà, on tombe sous le coup de la loi. Voilà, on tombe sous le coup de la loi. C'est extrêmement important. Donc le doyen des juges a apprécié, le procureur de la République également a apprécié. Les organisations de la société civile ont réagi également promptement à cette affaire en demandant la libération pure et simple de l'activiste en question. Donc je crois qu'il faut avoir raison garder. La justice aujourd'hui apprécie les faits et donne suite à cette affaire. Maintenant, les organisations de la société civile également ont sont également dans leur rôle, tout simplement. Mais il ne faut pas perdre de vue que la stabilité politique de l'État, elle est extrêmement importante et qu'il ne faut pas la fragiliser. Alors, ici, comme moi j'ai quand même lu le test et ça donnait plus des allures, des allures assez poétiques. Georges Hérault, est-ce qu'on n'apprécie plus la poésie au Togo? Non, c'est pas le fait de dire qu'on n'apprécie pas la poésie ou quoi, le poème est apprécié. En fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a plus besoin d'avoir le sentiment comme quoi
il faut inciter des gens à des mouvements contre X, Y. Aujourd'hui, en fait, ce dont le Togo a besoin, Samuel, je vous le dis, c'est d'être unis pour porter notre pays. Ça, il y a des gens qui ne le voient pas comme ça, hein, qui voient plus les choses comme un combat. Il y a des gens qui voient comme un combat, qu'il y a un combat à mener, et on ne peut pas les empêcher de penser ça. Vous voyez des pays, vous voyez certains pays que nous apprécions, que ces personnes-là apprécient énormément, comme vous parlez du Mali, vous parlez du Burkina, vous parlez du Niger. Et les gens, ils vont vous dire, mais c'est bien ce que fait Ibrahim, alors que, par exemple, quand vous allez, ces détracteurs vont vous dire que même un ministre qui va à l'encontre de Ibrahim, on l'envoie au front. En fait, quand je dis ça, ce n'est pas pour frustrer les gens. C'est une réalité. En fait, quand vous vivez allez vous parcourir le Togo, vous allez comprendre que tout ce que les gens disent, tout ce que les gens font ont des répercussions sur notre population. Vous pouvez imaginer, Samuel, je vous en même temps, Georges, je peux vous dire que personne n'en aurait rien su si on ne l'avait pas arrêté. Hein. Oui. Les gens n'ont pas... ça n'a rien fait ici. C'est pour cela, en fait... Moi, c'est après l'arrestation même que je suis allé trouver le test. C'est pour cela que quand Ashraf parlait tout de suite des organisations, tu l'avais annoncé, des organisations de défense des droits de l'homme qui se sont prononcées, j'allais te poser la question de savoir quelle organisation, puisque vous savez, il ne faut pas que les débats ou bien chaque situation soit clivée de telle manière que les gens trouvent de bord. Non, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin seulement que ces organisations puissent aller chez le juge d'instruction pour plaider la libération de la personne. On n'est pas dans un pays, imaginez si nous sommes dans un pays où quelqu'un est sous mandat de dépôt et qu'une organisation se mette à donner l'injonction au juge de le libérer. Au lieu d'aller vers ces juges-là pour plaider la libération de la personne. Ce sont les démarches, franchement, des démarches républicaines qu'on peut peut-être qualifier des démarches qui permettent aux Togolais une cohésion. Alors, Ashraf, comme je le dis, est-ce que ce n'est pas plutôt ce genre de situation qui donne quand même de la publicité à tout cela aussi? Oui, ce genre de situation est également préjudiciable également à notre tissu social, parce qu'en le faisant aussi, c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire en le faisant également, on érige également quelques personnes également en héros nationaux. Voilà, des gens qui sont convaincus, on les appelle très souvent des illuminés, qui pensent changer comme ça le tissu social existant. Donc je crois qu'il faut avoir raison garder lorsqu'on parle de ces situations. Oui, certes, ces gens-là incarnent ce qu'on peut appeler la pensée politique alternative. C'est une pensée politique alternative. Ils ne voient pas les choses autrement. Mais il faut s'intéresser beaucoup plus aux faits. Même si on incarne la pensée alternative, la pensée politique alternative, il faut faire très attention aux déclarations. Comme je l'ai dit, constitutionnellement, la liberté d'expression s'exerce dans le cadre des lois et règlements. La loi dit quoi à propos de la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut tenir des propos qu'on peut qualifier d'actes répréhensibles par la loi qui vont dans le sens, par exemple, du renversement des institutions de la République? C'est ça. À partir du moment où on franchit cette ligne de démarcation qui est tracée par le législateur, le juge d'instruction et le procureur de la République apprécient. Donc, nous ne sommes pas dans une sorte de liberté absolue où tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Maintenant, il ne faut pas également incriminer les organisations de la société civile, monsieur Georges Hérault. Je crois que ces acteurs-là également jouent leur rôle, parce qu'en exerçant une pression également sur la justice, c'est pour éviter également la justice de ne pas rendre peut-être une justice expéditive, et qu'il faut objectivement qualifier les faits pour voir quelle est la suite qu'on peut donner à cette affaire. Aller voir le juge par rapport à la libération du présumé auteur est contre-productif, parce qu'à partir du moment où la justice estime que l'infraction a été consommée, on ne peut rien. Donc, dans ce cas de figure, il faut faire très attention par
par rapport aux déclarations. Donc, il faut également éviter des récupérations politiques dans les prochains jours. Il faut éviter des récupérations politiques. Il faut laisser la justice faire son travail et rendre objectivement la sentence appropriée. Monsieur, oui, rapidement. Je pense que ce qu'il dit, c'est assez dangereux pour une république. Quand vous dites que le fait d'aller que les organisations de défense des droits de l'homme puissent s'organiser pour aller voir le juge pour plaider la libération de la personne n'est pas chose qu'on doit peut-être adopter. Moi je dis que c'est dangereux. Il y a beaucoup de cas au Togo où la CNDH était partie plaider et on a libéré des gens. Il y a des cas des élèves qui ont fait TikTok sur les réseaux sociaux. Les organisations des droits de l'homme, ces organisations sérieuses là, ils le font. En fait, le fait de dire qu'on met la pression sur les juges, alors vous êtes juriste. Si à chaque moment qu'on met la pression sur les juges doivent libérer des personnes, je ne pense pas que la justice peut encore faire. On parle là de l'indépendance de la justice. Donc vous me donnez raison. Alors. Non, je ne vous donne pas raison parce que vous dites que c'est bon de mettre la pression pour qu'on libère. Non, je ne dis pas. Non, je ne dis pas. Non, la pression. Non, mais les organisations de la société civile jouent un rôle de contre-pouvoir. Dans tous les pays, ça existe. Ils exercent une pression, que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit dans une procédure pénale. Et j'en passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dis tout simplement que le procureur de la République détient la légalité de l'opportunité des poursuites. Il appartient à la justice de qualifier les faits et de juger la gravité des faits qui sont reprochés à l'auteur et de tirer des conséquences. D'accord, je vous comprends. J'ai un autre sujet. Maintenant, juste dire à tous ceux qui ont un téléphone Android ou iPhone de bien réfléchir à tout ce qu'ils écrivent, parce que il ne faut pas non plus écrire n'importe quoi au motif qu'on mène une supposée lutte donnée. Je sais que ça va me taper sur les doigts après pour avoir dit ça, mais je l'ai dit. Alors, c'est moi, 10 minutes pour l'évoquer du ministre Robert Doucet. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, l'AES. L'AES qui est en rupture de banc avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, mais qui reste membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'ailleurs, des missions ont été menées ces derniers jours pour réaffirmer leur engagement à rester membre de l'UEMOA. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend les propos du ministre Robert Doucet, c'est que l'AES devient véritablement, j'ai envie de dire, un espace auquel il faut songer, enfin ne pas rompre totalement avec, il faut véritablement maintenir les liens? Non, mais est-ce que l'AES est devenu aujourd'hui un horizon politique indépassable? L'AES suscite aujourd'hui l'intérêt des pays limitrophes. Je ne saurais me prononcer définitivement sur cette question, mais ce que je constate, c'est que l'AES quand même suscite quand même de l'engouement, une sorte de fascination vis-à-vis des dirigeants de ce pays-là. Maintenant, vous nous dites de nous intéresser par rapport à la déclaration du ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. Oui, c'est une déclaration d'un homme politique, parce que certes c'est très bien de faire une déclaration politique de cette nature-là, mais moi je suis juriste, donc je m'intéresse également aux règles. Est-ce qu'on peut aujourd'hui appartenir à deux espaces différents? Est-ce qu'on peut appartenir à la CEDEAO et à la... Ils sont par exemple dans la CEDEAO et dans l'UEMOA, donc logiquement c'est possible. Oui, certes. Il y a le Conseil de l'entente, UEMOA, CEDEAO. Mais ce que vous oubliez, c'est la CEDEAO qui fait l'objet de discorde. C'est la CEDEAO. Aujourd'hui, vous avez des États qui désapprouvent totalement le retrait, disons, de ces pays-là. Est-ce que ces pays qui font partie de la CEDEAO accepteraient qu'un autre État appartienne à l'AES, sachant très bien que cette communauté-là est considérée comme le camp adverse? C'est la question que je me pose. Et donc, si il faut croire aux déclarations du ministre Robert Doucet, ce qui veut dire que si le Togo décide d'appartenir à l'AES, ce qui veut dire qu'il y aura forcément un retrait de la CEDEAO. Non. L'un n'entraîne pas l'autre. Oui, non, mais c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Je vous dis tout simplement, est-ce qu'il n'y aura pas une activation du retrait du Togo de la CEDEAO à partir du moment où on adhère à l'AES? Autant pour moi. Moi, je dis tout simplement que cette démarche-là peut être contradictoire et incompatible tout simplement. Voilà, c'est ce que je dis tout simplement. Giorgio? Je pense que ça n'étonne personne parce que
bien avant la création de l'AES, nous savons le rôle qu'a joué le Togo dans la préservation de la paix dans cet espace-là, puisque avant il y avait des sanctions contre les 3 pays et que le Togo fait partie ou disons même l'unique nation qui avait apporté son soutien à la résilience de ces pays. Qui lui a été reproché aussi par ses pairs parce qu'il jouait un double jeu aussi. Oui, non, il ne jouait pas un double jeu. Il ne jouait pas un double jeu. Il ne jouait pas un double jeu. C'était que la position du Togo a été affichée clairement à travers sa diplomatie et son chef d'État. Et donc, c'est quelque chose que le Togo a affiché. Il a dit au chef d'État que les sanctions sont contre-productives. Donc, le Togo n'a pas joué un double jeu. Le Togo a été clair. Et d'ailleurs, à un moment donné, les chefs d'État ont compris et ils ont même sollicité le président togolais et comme étant porte-flambeau de tout ce qui va être discuté avec les pays de l'AES. Et d'ailleurs, même discuter de leur réintégration ou bien la renonciation de leur décision du retrait. Il a été confié justement au chef de l'État togolais et au président sénégalais et Diomaye Faye pour discuter avec ces pays-là. Ça veut dire tout simplement que les gens ont compris que ce n'est pas un double jeu, mais c'est quand même une opinion, une vision du chef de l'État à comprendre que les sanctions ou bien le fait d'écarter nos voisins ne nous rend pas service. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le Togo, selon les gens qui sont avisés, est qualifié même d'un pays même appartenant à l'AES, sauf que le Togo n'a pas ratifié ou bien n'a pas quand même signé les accords d'alliance avec l'AES. Et aussi, que ce soit la douane togolaise ou que ce soit les ministres des Affaires étrangères, ils discutent et ils travaillent ensemble. Donc aujourd'hui, le fait de dire que le Togo n'exclut pas de rejoindre l'AES, ça ne doit normalement pas étonner les gens. Moi, je me dis tout simplement que c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous ne faisons pas gaffe et que nous n'avons pas cette vision de réformer notre communauté, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, il va dans les jours à venir voir des pays sortir ou bien quand même appartenir à cette communauté. D'accord. Je vous dis aussi que cette communauté, quand vous prenez les pays côtiers, c'est énorme pour qu'on travaille avec eux. Et donc, moi je me dis que les Togolais, quand vous demandez aux Togolais s'ils vont accepter, les gens vont vous dire oui. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire tout simplement que qui ne veut pas travailler avec ces communautés-là. Alors justement, est-ce qu'on peut conclure que les mots de Robert Doucet sont éminemment comportent un relent éminemment économique? C'est ce qu'il regarde. Oui, on peut dire que cette déclaration comporte un relent économique. Parce que quand on dit qu'on consulte des Togolais, bon, c'est pas sur des critères objectifs. On a fait un référendum pour dire personne ne peut me donner les chiffres. Il y a également des Togolais qui sont très attachés à la CEDEAO et qui estiment que l'AES milite pour la désintégration de la CEDEAO. Donc c'est une position également qui est partagée par des Togolais. Je ne vois pas pourquoi les gens veulent surfer sur cette déclaration pour nous dire que si aujourd'hui on demande. Donc je crois qu'il faut avoir raison lorsqu'on fait de telles déclarations. Mais ce que moi je comprends, c'est que finalement, le rêve de l'intégration ou de l'Union africaine est en train vraiment d'être désagrégé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des débats sur rester dans la CEDEAO, rejoindre dans l'AES, finalement. Alors que nous l'avons dit ici que le développement de l'Afrique passe inexorablement par une certaine communauté beaucoup plus intégrée. Et donc, nous avons des points de discorde aujourd'hui qui est préjudiciable à tous les États africains. Donc, nous devons vraiment trouver des ressorts pour amener tout le monde sur la même table et former une communauté africaine ou sous-régionale beaucoup plus forte. Parce que politiquement, culturellement, économiquement, nous avons véritablement tout à gagner. Je crois que depuis les années 75 jusqu'au
aujourd'hui, la CEDEAO a quand même fait ses preuves. Moi, je n'ai jamais compris ce discours-là qui consiste à jeter de l'opprobre sur la CEDEAO en estimant que c'est une organisation moribonde qui n'a pas de résultat. Mais je suis désolé. Mais c'est sur les derniers événements, surtout que la CEDEAO a montré toute sa faiblesse. Elle a montré, selon beaucoup, elle s'est comportée comme une organisation inféodée à une puissance étrangère. Oui, monsieur Samuel, je crois qu'il y a plusieurs grilles de lecture. C'est-à-dire qu'avant de porter un jugement sur un espace d'intégration de cette nature-là, il faut le comparer également à d'autres espaces d'intégration. Voilà, quand on compare... Elle est la plus évoluée, la plus avancée. Elle a ses propres carences. Elle a ses propres carences. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il faut déconstruire aujourd'hui la CEDEAO. Nous devons beaucoup plus militer à la recherche des solutions. Des solutions. Quand on nous dit que la CEDEAO est presque inféodée à une puissance étrangère, moi je n'ai pas cette grille de lecture, ce qui veut dire que tous les États africains aujourd'hui qui sont dans l'espace CEDEAO sont tous inféodés à une puissance étrangère, qui ne font pas preuve de maturité, qui n'arrivent pas à prendre des résolutions de manière autonome. Il faut éviter. Moi je crois que c'est trop simpliste et c'est caricatural. Nous devons faire très attention avec les déclarations. De toute façon, les trois pays qui forment aujourd'hui l'AES, on dit qu'il n'était plus question de revenir au sein de la CEDEAO. Ça montre que la CEDEAO elle-même va devoir discuter des conditions, enfin de la collaboration future à avoir avec l'AES. Il n'est pas question de rupture totale de banc. Non, évidemment, parce que vous savez, qu'on le dise, il faut quand même effectivement s'organiser de manière à ce qu'on travaille ensemble, puisque ça ne nous arrange pas d'émietter nos forces, ça ne nous arrange pas de se diviser, parce que aujourd'hui la force de l'Afrique va être dans l'unité. Ça c'est normal, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que au niveau de la CEDEAO, il y a quand même un cas de réflexion pour voir dans quelle mesure on peut travailler avec l'AES sans impacter sur les accords, ou bien quand même les opportunités qui existaient déjà comme s'ils étaient encore au sein de la CEDEAO. Ça c'est important, puisque ce qui va être aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que quand même les intégrations entre les deux espaces, l'AES et la CEDEAO, puissent avoir quand même les mêmes principes réciproques pour que les gens puissent faire la circulation des biens des personnes et toutes ces choses. D'accord. Merci beaucoup Georges Hérault, merci d'être passé dans cette émission. Ashraf Ourossama, merci à vous également. Merci. Et à vous tous qui avez suivi cette émission, je vous dis merci et je vous retrouve le samedi prochain.